Bonsoir à tous et bienvenue pour cette émission du cycle En route vers la paix sur Radio Terrazen avec Anne-Catherine Sabas. Bonsoir Anne-Catherine. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, notre émission est consacrée au thème de porter la paix dans la tourmente. Alors, pour ceux de nos auditeurs qui nous prennent en cours de route, je vous rappelle qu'Anne-Catherine Sabas est psychothérapeute depuis une vingtaine d'années à Fontenay-sous-Bois et par ailleurs l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Euh, elle a aussi un site internet www.anne-catherine-sabas.com, anne-catherine-sabas.com, sur lequel vous pouvez retrouver son actualité, les conférences, les interventions, les stages, etc. Anne-Catherine, est-ce qu'on peut commencer par quelques mots sur votre actualité? Oui, alors ça va être calme là dans les mois qui viennent, hein, c'est l'approche des vacances. Pas d'écriture de livre prévue pour l'instant, en tout cas pas de publication. En revanche, je peux déjà vous annoncer qu'à la rentrée, il y aura une conférence prévue à Bondy, dans le nord de la France, dans le cadre de la Semaine des seniors, en fait, où je vais parler de faire la paix avec le temps et ses cycles. Un thème que j'ai déjà abordé, en gros, comment réussir à accepter les cycles de la vie, Le temps qui l'âge, passe. le temps qui passe. Voilà, le temps qui passe et les limites qu'il nous impose. Alors, il ne s'agit pas forcément de vieillesse, ça peut être la maladie, les limites que parfois la réalité nous impose. Donc ça aura lieu le 17 octobre, en début d'après-midi à 15 heures à Bondy. Et puis en novembre, je serai en Belgique, chez nos amis belges, à Mons, pour le Salon du Livre de Mons, le 26 et 27 novembre. Et j'y donnerai aussi une conférence sur le thème de se pardonner soi-même, un thème que j'ai déjà traité voilà, au Salon du Livre. Des thèmes qui sont proches de notre cycle En route vers la paix, où le pardon, la paix sont des thèmes qui vous sont chers et nos auditeurs le savent. Euh, Concernant les aspects techniques, vous pouvez nous poser vos questions en direct sur radioterrazen.net, radioterrazen.net. Vous avez sur la page d'accueil du site une case sur laquelle vous pouvez poser vos questions et nous pourrons les lire en direct. Vous pouvez aussi accéder aux questions et envoyer des messages sur émission rtz-psychologie @outlook.fr. Émission rtz-psychologie au singulier @outlook.fr. J'en profite pour vous dire que notre prochaine émission, qui donc enrichira notre cycle sur la paix, sera le mardi 5 juillet, comme d'habitude le premier mardi de chaque mois, 21h30, et nous parlerons du pardon et de la paix. Le titre de l'émission sera Le pardon et la paix. Voilà, l'idée étant d'aller réfléchir ensemble sur les liens qu'il y a entre le pardon et la paix. Faut-il pardonner pour avoir la paix? Devons-nous attendre de faire la paix pour pardonner? Peut-on être en paix même si le pardon est impossible? Enfin, toutes ces choses-là. Alors, je vous propose que l'on entre dans le vif du sujet. Porter la paix dans la tourmente. Alors, ce soir, nous parlerons de la tourmente qui peut avoir des aspects individuels et qui peut aussi avoir des aspects collectifs. Et bien évidemment, dans l'actualité dans laquelle nous sommes en France, difficile d'aborder un thème sur la tourmente sans aborder des questions collectives. Mais peut-être commençons-nous par des questions plus individuelles, plus personnelles. Tout à fait. Alors, peut-être, est-ce qu'on peut cerner un peu ce qu'on va appeler la tourmente? Alors la tourmente, bonne question. J'aurais d'ailleurs pu regarder la définition de la tourmente. Je ne l'ai pas fait. Vite, il Vite est un encore temps. dictionnaire. Non, non, ce n'est pas grave. Moi, dans tourmente, déjà, j'entends tourment, hein. La tourmente, c'est ce qui nous tourmente, c'est ce qui nous inquiète, c'est ce qui nous déstabilise, c'est la tempête, c'est ce qui vient voiler notre ciel bleu et qui donc nous bouscule, nous bouleverse. Et donc, évidemment, quand on parle de tourmente, on parle d'émotion, hein, parce que si émotionnellement nous sommes calmes, il n'y a pas de tourmente. Si les événements viennent nous tourmenter, c'est qu'ils viennent nous déstabiliser émotionnellement et nous faire vivre des états qui sont désagréables. Voilà. Absolument. Alors, oui. Au Moyen Âge, lorsque la torture était encore, comment dirais-je, en activité, alors évidemment, il y a encore des pays où on la pratique, mais
les bourreaux portaient le nom de tourmenteurs. D'accord. Par exemple, dans Les Rois maudits, où il est question des tourmenteurs, c'est-à-dire en fait les personnes qui essayent de faire avouer par des moyens qui sont carrément de la torture. Donc le mot Mmh. tourmente, il a pu avoir des connotations Mmh. réellement Mmh. très douloureuses. Oui. Voilà. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans la vie, ce qui nous tourmente, c'est souvent ce qui vient nous amener à dévoiler certaines choses, hein. Dans la tourmente et dans les tourments, nous montrons certains de nos visages que nous réussissons à cacher en temps normal. Donc il y a quelque chose qui amène une vérité, en fait, Hmm. hein. C'est quelque chose qui, finalement, éprouve l'être, et va lui faire quitter son terrain connu, son terrain, maîtrisé, contrôlé, Hmm. pour l'emmener au-delà de lui-même. Et finalement, les tourmentes de la vie, souvent, nous permettent de nous rapprocher de nous-mêmes. Oui. Ah, les tourmentes de la vie qui sont, euh, comment dirais-je, chacun a pu connaître des choses similaires, que ce soit la perte d'un proche, des tensions relationnelles, la perte de quelque chose, d'un travail, enfin, les pertes en général, euh, et puis aussi des tourmentes où il est plus question de colère que de tristesse. Enfin, de manière générale, tout ce qui vient tout ce qui est inconfortable et tout ce qui vient nous éprouver. Absolument. Voilà. Alors, Alors là, allez-y. il est question de porter la paix, hein. Oui, Il n'est pas alors, question on enfin, n'a pas dit faire la paix, voilà, on a réfléchi, c'était porter la paix oui, plutôt oui. que faire la paix, donc ça a un sens. Alors, porter la paix dans la tourmente, moi, je le vois comme une volonté de porter la paix comme un flambeau, comme un étendard, comme un drapeau, c'est-à-dire de continuer à euh, croire d'une part en la paix, et en tout cas à la défendre même si on est éprouvé soi-même. Parce que la tourmente, on pourrait déjà trouver plusieurs axes. C'est la tourmente, est-ce que c'est quelqu'un qui nous tourmente? Est-ce que c'est une situation qui nous tourmente, Mhm. hein? Et comment, à l'intérieur de ces situations, pouvons-nous nous accrocher à cet espoir de paix et continuer finalement à essayer de le construire, hein, quand nous sommes agressés, par exemple. Euh, voilà, ce genre de questions, je me propose de traiter avec vous. D'accord. Et c'est vrai que dans le fait de faire la paix, qui est, à mon sens, une façon de dire plus, qui resserre un peu le sujet, c'est que faire la paix, ça sous-entend que soi-même, on a besoin de faire la paix avec quelqu'un, alors que dans porter la paix, il y a quelque chose de plus large, qui est plus large que de faire soi-même la paix directement avec quelqu'un, si je Oui, comprends et bien. puis qui est finalement plus individuel, parce que faire la paix avec quelqu'un, Ou ça, avec une situation. ça sous-entend souvent que la personne en face veuille la faire aussi. Et il y a des situations de tourmente où vous voulez faire la paix, mais l'autre ne veut pas. L'autre a décidé de vous en vouloir, a décidé de vous embêter, on va dire ça comme ça. Ouais. Et vous pouvez intérieurement faire la paix avec l'image que vous renvoie cette personne, avec ce qu'elle est, et faire le chemin nécessaire pour arriver à apaiser votre colère par rapport à elle. Mais si l'autre ne veut pas faire la paix avec vous, vous resterez seul avec votre paix, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs, Mhm. hein. Alors que porter la paix, c'est vraiment ça en fait. C'est même si l'autre ne veut pas faire la paix avec moi, comment puis-je continuer à m'accrocher à ce désir de paix, à cette volonté de paix, qui va faire qu'à un moment donné, je ne serai plus entraînée dans sa volonté de guerre, pardon, dans sa volonté de guerre. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je vous en prie. Oui, il y a quelque chose dans porter la paix qui est, qui est, qui est moins dépendant de l'autre que de faire la Voilà. paix, qui sous-entend que l'autre le veuille aussi, en tout cas soit disposé. Et par exemple, ah, allez-y, Excusez-moi, j'ai un eu une chat dans la émission gorge. hier, j'ai eu un cours de chant ce matin, j'ai parlé tout l'après-midi. Ouais. Et là, ce soir, la voix lâche un petit peu. Donc, si vous entendez des petits couacs, pardonnez-moi d'avance. Oui, ça me fait penser à euh, une situation que j'ai vécue la semaine dernière, dans laquelle une personne à qui j'avais accroché le rétroviseur, en fait, est sortie de sa voiture en furie, comme si la terre était en train de s'effondrer. Et voilà une situation dans laquelle euh, on peut porter la paix. Donc,
moi, j'étais pas immédiatement accroché là-dedans, mais je dois dire que de voir la violence qu'avait déclenché cet événement chez l'autre personne, qui était complètement inappropriée, parce que moi, si quelqu'un me touche mon rétro, je m'en fous. Enfin, même si le rétro est rayé, bon, voilà, on en fait pas une affaire, on fait un constat si besoin, mais enfin voilà, ça me perturbe pas trop. Mais il se trouve que, bah, pour des raisons X ou Y, la personne à qui c'est arrivé peut investir une énergie considérable là-dedans, comme si c'est tout son monde qui s'écroulait, ou comme si je sais pas quoi. Et du coup, voilà, je pense à ça parce que, en effet, c'est une situation où il était, à mon avis, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, où il s'agissait de porter la paix, c'est-à-dire de viser l'apaisement. Maintenant, l'autre n'est pas forcément d'accord et il se trouve que la personne n'était pas d'accord. Voilà. Est-ce qu'un exemple Mmh. comme ça est Tout à parlant? fait. Oui, porter la paix, c'est vraiment soutenir cette idée de paix, c'est-à-dire être dans cette volonté-là et essayer de garder intérieurement un comportement qui ne va pas se laisser entraîner dans l'effort de l'autre, de vous entraîner finalement dans ce conflit dont il ou elle a besoin. C'est ça. Ce qui sous-entend aussi, euh, pour porter la paix, évidemment, c'est plus facile de porter la paix quand soi-même on n'est pas accroché, justement. Accroché au sens de stress, hein. Oui, C'est-à-dire que il se trouve que moi, la personne, quand elle a réagi comme ça, j'ai pas connecté une zone rouge tout de suite, mais j'aurais pu, je veux dire, c'est pas une question d'être en forme ou de pas l'être, ça aurait pu, indépendamment de ma volonté, me faire connecter directement à un truc où je réponds et à son connard, je réponds à un connard aussi. Il se trouve que, en quelque sorte, j'avais la chance que sa réaction ne m'accroche pas plus que ça. Et donc, c'est une situation qui est évidemment plus confortable en restant tant bien soit sûr. peu centré pour continuer à porter la paix, ou en tout cas de ne pas alimenter le conflit, que si moi-même j'étais accroché dans mon stress ou une réaction ou un truc, hein. Alors, c'est en effet bien plus confortable et bien plus facile et peut-être plus crédible aussi, mais dans l'idée de porter la paix, je crois qu'il y a vraiment la question de volonté de défendre cette idée, même si soi-même on n'est pas en paix. C'est-à-dire Bien que sûr. on peut, quand on est en conflit avec quelqu'un, ou plus exactement que quelqu'un est en conflit avec nous, Ouais. on peut avoir des réactions évidemment humaines qui sont d'en vouloir à la personne, de venir nous chercher des noises, Mhm. ou d'être simplement fatigué, dérangé parce qu'on était tranquillement en train de faire ce qu'on avait à faire et puis tout à coup quelqu'un vient faire éruption là-dedans. Mais malgré ces réactions, malgré ce que cette action, ce comportement extérieur va éveiller en nous, Mhm. on peut être tout à fait conscient qu'on en veut aussi à l'autre, mais Mhm. pourtant décider de construire quelque chose qui sera de l'ordre de l'apaisement. Il y a vraiment cette notion de volonté, de choix, hein. Porter la paix, c'est un choix. Se dire, même si je ne vais pas bien, même si je ne comprends pas l'autre, même si je trouve qu'il ou elle abuse, et même si beaucoup de choses en moi auraient envie de lui sauter à la gorge, Mhm. Tout à fait. disons-le franchement, ça arrive, Tout à fait. je vais être suffisamment conscient, consciente de ces réactions-là pour ne pas les mettre en acte et essayer de trouver une alternative qui permettra de ne pas basculer directement dans un cycle de violence. Tout à fait. Alors, votre réponse alimente un peu mon propos. Ce que je veux dire, c'est que le fait de porter la paix sous-entend que ça part de moi, enfin je parle pour moi, hein, je porte la paix, donc ça part de moi, ça veut dire que c'est une responsabilité, en l'occurrence, de porter la paix, et ça sous-entend aussi que pour pouvoir dire je porte la paix dans une situation de tension, parce qu'évidemment, dans une situation où tout le monde est apaisé, tout le monde est joyeux, il n'y a pas besoin de porter la paix. Elle se porte d'elle-même et elle est là d'elle-même. Et elle nous porte aussi, Et du elle nous coup. porte aussi. Ce qui sous-entend quand même comment dirais-je, d'être à minima conscient d'un certain nombre de choses me concernant. C'est-à-dire, par exemple, je sais que pour m'accrocher plus facilement, il faut faire telle et telle chose. Tout à fait. Euh, et peut-être aussi comment dirais-je, un espèce de travail préparatoire sur soi consiste notamment à identifier, par exemple, dans quelle zone est-ce que je suis fragile? Est-ce que je suis inconfortable? Dans quelle zone est-ce que mes options se rétrécissent? Parce que finalement, porter la paix, c'est une option qu'on peut avoir alors qu'il y en a d'autres. Par exemple, je peux insulter la personne, je peux ne pas lui répondre, me retourner et partir,
je peux ironiser, je peux... Bon, tout ça sont des mauvaises options. Enfin, en tout cas, c'est des options qui ne résolvent rien. Et il y a d'autres options, comme ce dont on parle, qui est de porter la paix, ce qui veut quand même dire de s'y préparer soi-même. Je veux dire, je vois pas qu'on puisse, comme ça, en impro, porter la paix dans n'importe laquelle des situations qui me stressent. Tout à fait. Et c'est sûr que plus on se connaît et plus on a une vision claire de ce qui nous fait réagir et de ce qui nous bouscule, plus on pourra éviter de plonger dedans dès que l'autre nous tend une perche. C'est certain. Et même si porter la paix, à la différence de faire la paix qui dépend de l'autre, alors là on suppose que c'est une relation entre deux personnes par exemple, porter la paix, ça veut dire qu'en fait, en quelque sorte, je continue, il y a quelque chose de persévérant là-dedans. Oui, tout à fait. Je continue, même si l'autre n'y est pas encore entraîné, pour des raisons qui lui sont propres en Et fait. même si l'autre ne veut pas y rentrer, C'est ça. parce que dans le cas d'un conflit ou d'une altercation, par exemple, vous pouvez décider de rester dans une façon de communiquer qui va être apaisante, et même si l'autre ne le veut pas, il va vous falloir faire ce deuil-là aussi. C'est-à-dire que je peux continuer à porter la paix, même si l'autre m'a tourné le dos parce qu'il voulait la guerre et que du coup ma peine ne l'intéresse pas du tout. Ça veut dire aussi ne pas s'accrocher au résultat, hein. Le résultat, finalement, ça serait le résultat attendu, ça serait simplement la paix, la sienne propre déjà. Et après, si l'autre ne veut pas y rentrer, tant pis. C'est ça. Euh, c'est à ça que je pensais, c'est-à-dire que la paix, la première paix qui est visée, puisque finalement on n'est pas responsable du sentiment de paix de l'autre, la première paix qui est visée, malgré tout, c'est quand même la sienne propre, Absolument. pour commencer. Et puis chacun a évidemment une définition de la paix qui est différente. Qu'est-ce que vous diriez sur la paix? Alors bon, évidemment, c'est très large. Mais... Alors, je crois qu'en effet, chacun voit les choses un petit peu différemment. Pour moi, la paix, ça a à voir avec la tranquillité, Mhm. hein, c'est-à-dire avec pas d'inquiétude, avec un état en fait où je peux être moi-même facilement, Mhm. euh, sans trop de contraintes, Ouais. évidemment, et sans devoir comment dire, calculer ou m'empêcher d'être. C'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec une attitude naturelle authentique, hein. La paix, c'est la possibilité à chacun, pour chacun, de pouvoir exister, pardon, exister à peu près librement, Ouais. c'est-à-dire d'être lui-même en fait. Oui, ça a directement à voir avec l'authenticité, au sens l'authenticité des émotions. C'est-à-dire que, alors, la paix ne veut pas dire que c'est toujours joyeux. S'il est question d'authenticité, ça peut vouloir dire que dans la paix, il peut aussi y avoir une expression d'authentique colère. Euh, Est-ce que pour vous, ça en fait partie? Je pense que la paix est quelque chose qui est plus profond en fait que l'émotion. C'est-à-dire qu'on peut en effet être en paix avec soi-même et avec la plupart des situations, même si on est animé par des émotions qui sont humaines, qui sont normales, Mm. hein. Mais ces émotions, elles viennent troubler, je dirais, la surface. Et derrière, il y a toujours la paix, Mm. hein. Je peux être triste que mon chat soit mort, par exemple, et être encore en paix avec la vie malgré ça. Oui, mais en fait, ce que je pointe, c'est une définition qui me paraît, moi, un peu caricaturale, qui serait que la paix est en gros le- la mer d'huile, vous voyez, c'est-à-dire Tout à qu'il ne se fait. passe rien. Moi, c'est pas comme ça que je l'entends. Mhm. Parce que dans la paix, puisque vous parlez d'émotions authentiques, imaginons par exemple, reprenons la situation concrète dont je parlais tout à l'heure, comment dirais-je, un touche-touche de rétroviseur qui ne prête aucune conséquence. Euh, il se trouve que si une des deux personnes devient hyper agressive, celle qui est agressée
peut effectivement dire, comme on dit en communication non violente, que bah, voilà, enfin d'exprimer que je me sens, voilà, je me sens un peu agressé par votre réaction. Bon, sans forcément dire que c'est pas grave du tout, parce que si ça se trouve pour l'autre, c'est en effet très grave, ça j'ai pas à le juger. Mais au moins comment dirais-je, de me libérer de cette émotion de colère Mmh. que j'ai pu avoir sans lui sauter dessus. Tout à fait. Et Pour la moi, paix, ça fait partie ça de porter la paix. bah, la paix finalement, ça a à voir avec le respect de l'autre. Mhm. C'est-à-dire, je peux entendre que l'autre soit en colère, que j'ai touché son rétroviseur, mais je ne vais pas pour autant le rejeter en tant que personne. Bien sûr, Mmh. bien sûr, c'est sa réaction qui, en l'occurrence, peut être excessive. Et porter la paix ne veut pas dire tout accepter. On Hein, est là, d'accord, on rentre aussi sur un sujet qui, à mon avis, est important parce qu'on confond souvent la paix et la soumission, par exemple. Ça n'a rien à voir. c'est ça. La paix, c'est quelque chose qui, c'est la conséquence d'un respect de l'autre et aussi de l'acceptation de la différence. Si je n'accepte pas la différence de l'autre, je ne peux pas être en paix parce que je vais vouloir modeler l'autre à mon image. Hmm. Et ça, c'est plus de la paix, c'est transformer l'autre en objet, en fait. C'est un bon fil, je trouve, que de porter la paix à avoir d'une manière très très étroite avec le fait d'être le plus authentique possible. Et du coup, être authentique au sens de bah, pouvoir dire si on est triste, si on a peur, si, etc., est quelque chose qui n'est pas forcément joyeux, justement, mais qui peut quand même être sur le chemin de la paix. Parce que sinon, on peut avoir, alors je pense à une image de personnes qui ont fait un long chemin d'éveil, des moines bouddhistes, par exemple, où on a l'impression, vu de l'extérieur, qu'en fait, ils sont, comment dirais-je, que rien ne les touche. Et j'allais dire, c'est pas forcément ça qu'il faut viser, en tout cas, enfin, de notre position à nous, qui ne sommes pas bouddhistes et qui n'avons pas fait 40 ans de méditation. Il y a un livre très La paix, c'est pas la intéressant, joie, je veux dire, c'est pas tout à fait pareil. tout à fait, il y a un livre formidable sur le sujet qui s'appelle Après l'extase, la lessive, et qui explique qu'on peut passer, il est vraiment merveilleux. Je me souviens plus du nom de l'auteur, mais vous retrouverez ça Il y a des aisément. ménagères qui font le contraire, c'est après la lessive, l'extase. Voilà. L'idée étant que méditer et s'extraire du monde Ouais, pour prier 5 heures par jour et vivre dans un endroit extrêmement protégé, ouais. ça peut être quand même accessible à beaucoup de gens. En revanche, ces moines-là ou ces gens qui font leur retraite, quand ils reviennent 3 jours dans leur famille au moment des fêtes, ça part en vrille parfois. C'est-à-dire que il y a cet idéal intérieur qu'on peut essayer de construire dans certaines circonstances, l'isolement, le calme, la tranquillité, la nature, etc. Et puis quand on est confronté à la réalité, faire la lessive, pardon, la vaisselle, les courses, s'occuper des enfants, Le stress, le etc., boulot, les etc., les emboutes. embouteillages, ça devient plus difficile. Alors comment garder la paix dans ces moments-là, ça Absolument. c'est plus compliqué. Mais il se trouve que c'est la voie la plus pratique et je trouve celle qui est la plus intéressante. Parce qu'en effet, rechercher la paix quand, enfin, comment dire, je parlais de paix quand soi-même on a fait en sorte que disparaissent toutes les stimulations extérieures, en effet, c'est plus facile. Tout à fait. Là, on parle pour vous, auditeurs, et pour nous qui sommes dans la vie, avec du boulot, avec des horaires, voilà, avec des situations où il ne se passe pas, j'allais dire une semaine, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une situation de tension qui se fasse jour, sans qu'il y ait un conflit, sans qu'il y ait un inattendu, sans qu'il y ait quelque chose. Et du coup, c'est dans ces situations-là où on peut vraiment éprouver si on peut porter la paix ou pas, et pas dans des situations où il ne se passe rien. Oui, la paix est donc pas dépendante des circonstances, hein, parce que je peux être en paix même si je ne comprends pas ça, même si je ne suis pas d'accord, même si l'attitude de l'autre me dérange, je peux quand même être en paix avec lui Hmm. dans sa globalité. Hmm. Porter la paix a à voir avec l'authenticité émotionnelle, à avoir aussi avec l'image de soi, au sens, si on a une image de soi très dégradée, les situations qui nous touchent seront donc beaucoup plus à fleur de peau, beaucoup plus souvent, alors que si on est plus ancré, plus assis, comment dirais-je, oui, plus serein, euh, on a plus de facilité à, comment dirais-je, à être là
et à ne pas être déstabilisé par des situations de tension. Tout à fait. L'image de soi est très révélatrice parce qu'on a tendance à imaginer que les autres pensent de nous ce que nous pensons de nous-mêmes. En gros, si je m'aime, je vais partir du principe que je suis aimable et qu'il y a donc de fortes chances que les gens m'apprécient. En revanche, si je me dévalorise ou que je m'en veux pour quelque chose, je peux imaginer que les autres m'en veulent ou m'agressent alors que ce n'est pas forcément le cas. Absolument. Nous sommes à une demi-heure déjà, le temps passe très vite. Je vous rappelle pour ceux qui prennent l'émission en cours de route que nous sommes avec Anne-Catherine Sabas, je suis Olivier Ravaille qui l'interview, dans notre cycle Faire la paix, en route vers la paix, pardon, et nous traitons ce soir du thème la paix, porter la paix dans la tourmente. Je vous rappelle qu'Anne-Catherine exerce comme psychothérapeute à Fontenay-sous-Bois, qu'elle est l'auteure d'une vingtaine d'ouvrages, et vous retrouvez son actualité sur www.anne-catherine-sabas.com. Anne-Catherine, difficile de faire une émission comme celle-là, de placer dans le titre le mot tourmente, sans évoquer notre actualité, je parle de la France, où la tourmente, là on est vraiment en plein dedans, socialement, et évidemment, enfin, tout le monde sait ce qui se passe, les manifestations, les mécontentements, la colère, Les les grèves. indignations, les grèves, les blocages, etc. Là on est en pleine tourmente, et je vous propose qu'on parle justement de porter la paix dans cette tourmente-là, et de voir un peu ce que ça peut vouloir dire. J'ai trouvé aujourd'hui une jolie citation de Mère Teresa qui Mhm. dit: On ne souhaite pas la paix, on la fait et on la donne aux autres. Voilà. Dans ce choix de titre, Porter la paix, il y avait vraiment de ma part quelque chose qui avait à voir avec la décision d'agir, en fait, la décision de se positionner. Bon, vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime bien l'action. Euh, la décision de ne pas s'arrêter à des vœux, à des souhaits, à des prières, mais d'aller se positionner pour être soi-même un témoin de la paix. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, notre monde peut évoluer? C'est pas simplement les beaux discours et les belles œuvres littéraires, même si elles sont utiles, elles font réfléchir, elles peuvent toucher le cœur des gens. C'est qu'à un moment, il y a des gens qui se sont positionnés, qui ont dit, moi, ça ne me convient pas. Je vais essayer de proposer autre chose et je vais, comment dire, me mettre en jeu là-dedans. Hein. Je ne vais pas faire que parler, je vais aller sur le terrain. Hein. Je vais porter un message, je vais essayer d'aller faire un travail de pardon, de pacification, de médiation. J'en profite pour saluer au passage le travail d'Olivier Clerc autour du pardon. Hein, il y a des cercles de pardon qui existent dans le monde entier maintenant où des gens vont ensemble essayer de s'apaiser, d'apaiser leurs histoires. Et ça contribue bien sûr à amener de la paix dans ce monde. Voilà, donc Mère Teresa nous dit, on ne souhaite pas la paix, on la fait et on la donne aux autres. Alors, bien sûr, il faut commencer par la souhaiter. Comment aujourd'hui, dans cette tourmente sociale, pouvons-nous donner la paix aux autres? Alors, évidemment, ça va peut-être vous sembler très facile ce que je vais dire, mais on aurait pu le nommer d'ailleurs pendant cette tentative de définition qu'on a donnée concernant la paix. La paix, c'est déjà l'absence de guerre. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire la paix, vouloir donner la paix aux autres, vouloir porter la paix, ou en tout cas défendre la paix, si on continue soi-même à à agir d'une manière qui crée du conflit. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que si on veut faire la paix, il faut arrêter de faire la guerre. Il faut arrêter de nourrir des relations, ou en tout cas un mode de relation, un mode de communication qui va engendrer de la violence, qui va blesser consciemment. Il y a bien sûr plein de moments de nos vies où nous blessons les autres sans le vouloir, mais il y a quand même beaucoup de fois où nous blessons les autres et nous le savons très bien. Et décider de faire la paix, c'est accepter d'abord d'abandonner ça. Alors abandonner ça, c'est aussi abandonner, peut-être, c'est accepter d'aller rencontrer notre vulnérabilité. Parce que je ne crois pas qu'il y ait de paix possible si nous restons accrochés à notre volonté de puissance et de force et de pouvoir. Hein. La paix, c'est peut-être ce moment où chacun accepte de partager le pouvoir. Hein. Il n'y en a plus un qui va dominer l'autre. C'est aussi ça, la paix. Ça veut dire arrêter de vouloir être plus fort, plus forte que l'autre,
arrêter de vouloir utiliser l'autre ou en faire un objet, accepter de rentrer dans la relation à l'autre avec notre vulnérabilité. Alors, si nous transposons ça sur ce qui se passe en ce moment en France, alors bon, on va essayer de parler du sujet sans, entre guillemets, faire de politique, hein, je pense que c'est tout à fait possible. Euh, il y a en ce moment des tensions qui sont générées, alors, par, par une actualité que tout le monde connaît. Je prends par exemple la loi travail, qui ensuite génère des manifestations, des soulèvements, des occupations, des sittings, des nuits debout. Prenons ces exemples-là, par exemple, enfin, si vous le souhaitez. Tout à fait. Par exemple, le mouvement des nuits debout. Alors, évidemment, on peut en penser tout ce qu'on veut. Enfin, il n'est pas question de rentrer dans de savoir si c'est récupéré ou pas, parce que là, c'est des discussions sans fin, puisque quand on commence à parler des influences sous-jacentes, on s'en sort pas, parce que nous-mêmes, vu d'ici, on n'a pas tous les éléments. Mais est-ce qu'un mouvement comme ça, par exemple, est un mouvement qui, selon vous, porte la paix, par exemple? Alors, c'est pas noir ou blanc, hein, mais enfin bon, voilà, c'est pour qu'on rentre dans le vif du sujet, du social qui nous concerne. Tout à fait. Alors, c'est une question très, très épineuse, en fait, là, que vous me posez. Je Je peux précise, la poser autrement non, si. mais je vais essayer de m'en sortir comme ça. Je précise quand même, pour ceux certains d'entre vous le savent peut-être, nous avons, Olivier et moi, hier, Oui, réaliser une vidéo où voilà, Anne-Catherine, pendant une dizaine de minutes, parle justement de ça. voilà, donc vous pouvez la trouver sur YouTube, si vous tapez mon nom, Anne-Catherine Sabas, et elle a été intitulée «La paix nous appelle». Voilà, parce que j'ai été bouleversée d'entendre et de voir certaines choses liées à l'actualité, et j'ai eu besoin de m'exprimer là-dessus. Alors, pour revenir à votre question, Alors, disons que voilà, comment dirais-je, pour pas qu'on soit encombré par des étiquettes, etc., ça peut être des nuits debout, ça peut être autre chose, parce qu'il n'y a pas que les nuits debout, hein, comme manifestation. tout Mais à de fait. manière générale, c'est des manifestations où les gens se rassemblent sans rien casser, avec une volonté qui est de rassemblement et du coup de se positionner et de s'opposer. Il faut appeler les choses par leur nom. Oui, Mais ceci dit, enfin, on peut s'opposer en portant la paix. Voilà, c'est ça absolument, voilà. qui est Et c'est intéressant. d'ailleurs ce qu'ont fait tous les mouvements non violents, ce qu'ont fait tous les grands hommes de paix. Je vais citer Gandhi, bien sûr, mais il y en a d'autres. C'est aller s'opposer à quelque chose qui, justement, ne portait pas la paix. Mhm. Hein. Je le disais tout à l'heure, porter la paix, ce n'est pas se soumettre. Je crois même, j'en parle dans mon livre sur le pardon d'ailleurs, je crois même qu'il n'y a pas de paix réelle, profonde et durable possible s'il n'y a pas une justice dans une certaine situation. Si dans une relation, une des deux parties, que ce soit un individu ou un groupe, est complètement réduit à l'esclavage ou complètement floué, non respecté par l'autre, la paix est extrêmement fragile. Et tôt ou tard, pour arriver à, euh, à rétablir une paix, un apaisement, il va falloir que le rapport de force soit modifié. C'est ce qu'a fait Mandela quand il est arrivé au pouvoir et qu'il a voulu travailler avec les Blancs. Hein. Il a voulu que les Blancs et les Noirs s'allient pour pouvoir réécrire ensemble une autre forme d'histoire où il n'y aurait plus un opprimé et un oppresseur, mais deux groupes qui pourraient travailler de concert. Donc, et pourtant, pour arriver à ça, il a fallu qu'ils s'opposent. Hein. Alors, pour revenir à tous ces mouvements, je crois que ces mouvements sont indispensables et que tant qu'ils n'auront pas été entendus, il n'y aura pas de paix possible. Quand vous avez des gens qui se suicident, quand vous avez des gens qui crèvent de faim, quand vous avez des gens qui sont interdits de parole, il ne peut pas y avoir de paix, hein, parce qu'il y a une injustice à la base. Alors maintenant, moi, ce que je condamne, et là je le fais vraiment fermement et je l'assume, et c'est aussi de ça dont j'ai voulu parler dans cette vidéo hier, c'est que il y a souvent dans ces groupes-là une majorité de gens qui sont vraiment pacifiques, qui veulent vraiment changer les choses avec une intention qui est extrêmement louable et qui est très courageuse parce que
Moi, je vous avoue que j'admire ceux qui sont capables de passer des nuits dehors, même s'ils ont une guitare et une petite bière à la main. Moi, j'ai pas spécialement envie de le faire. La nuit, pour moi, c'est fait pour dormir. Donc il faut aussi se mobiliser, on peut saluer ça. Alors il y a ces gens qui ont des intentions très louables et puis il y a, comme partout, des gens qui viennent pour casser, qui viennent profiter de cette manifestation, dans le sens de cet événement, en fait, pour aller défouler leur colère et pour aller se comporter comme des enfants, comme des bêtes, comme je ne sais pas quoi. Et ça c'est condamnable. Tout à fait. Ou comme des mercenaires, puisque bon, enfin, il est évident que dans les personnes qui cassent, il n'y a pas que des gens hystériques qui ont envie de casser sur le moment, mais des gens dont le rôle consiste à venir casser parce que pour telle ou telle raison, ce qui évidemment là pourrit le processus. Et probablement, évidemment, c'est fait pour ça. Allez-y. Alors, comment pouvons-nous porter la paix là-dedans, dans cette tourmente-là? Oui. Parce que c'est ça le sujet de ce soir. Comment, quand nous assistons à des aberrations, à des scènes d'une violence inouïe, des policiers qui jettent des gens à terre, des casseurs qui viennent brûler des voitures, et bon, vous avez peut-être vu, il y a des vidéos qui circulent là-dessus qui sont assez effroyables. Comment pouvons-nous porter la paix? Nous parlions en début d'émission de la paix entre deux personnes, c'est-à-dire au niveau individuel. Je crois que euh, il n'y a qu'au niveau individuel qu'on peut toucher les gens. C'est-à-dire que la personne qui est embarquée dans un groupe et qui est manipulée, que ce soit par un pouvoir qui lui a raconté qu'il fallait qu'elle fasse ça sans réfléchir et qui l'a conditionnée à obéir bêtement à n'importe quoi, que ça soit un mouvement de foule parce qu'il y a au départ une manifestation pacifique et puis un ou deux va s'échauffer et ça va gagner la foule. Le groupe est souvent porteur de déviance, porteur d'excès. Par contagion. Voilà. Mais la paix peut être aussi transmise par contagion. C'est-à-dire que on ne peut pas aller convaincre tout un groupe, là, maintenant, de se désarmer. C'est pas possible. Il va falloir aller convaincre les gens les uns après les autres. C'est-à-dire que porter la paix dans ces tourmentes-là, c'est chacun à notre niveau essayer de transmettre cette idée-là, essayer de faire réfléchir les gens, essayer de contacter des gens qui sont dans une attitude violente, dans une attitude fermée, dans une attitude vengeresse, pour essayer d'aller les toucher, pour aller essayer de parler à leur cœur, parce que c'est toujours là que ça se passe. C'est toujours le résultat d'une décision personnelle, la paix. C'est ce moment où vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je perds mon énergie pour rien, il faut arrêter tout ça. Et ça, c'est dans le secret du cœur de chacun que ça se passe. Et je crois que chacun, à notre niveau, nous avons cette possibilité d'essayer de transmettre ces messages-là. Et ça passe par notre voisin, ça passe par notre famille, ça passe par les amis avec qui nous discutons au coin du feu. Et puis, vous connaissez tous ces discussions-là où on est autour d'un bon petit apéritif et puis tout à coup, il y en a un qui parle de politique, tout le monde s'aime bien et puis au bout d'un quart d'heure, il y en a un qui a des idées, l'autre qui n'est pas d'accord et il y a même parfois des brouilles graves à cause de ça. Je pense que c'est dans ces moments-là déjà que nous devons chacun essayer d'amener d'amener un positionnement qui soit apaisant, pour ne pas nourrir ça, pour ne pas aller attiser ces haines, attiser ces conflits, attiser ces revanches, toutes ces choses qui font que de génération en génération, les grands-pères, les pères, les enfants, les petits-enfants, etc., continuent à se taper dessus, souvent pour des choses dont ils n'ont même pas conscience. Oui, et ça peut passer aussi par, je vais employer une image, mais par tendre un miroir à quelqu'un qui est violent. Je pense aux effets de certains sittings qu'il y a eu, notamment devant l'Assemblée nationale, où à cette occasion-là, alors même s'ils sont minoritaires, on a vu des policiers ou des gardes mobiles ou des soldats, enfin peu importe, en tout cas des représentants des forces de l'ordre,
je mets des guillemets parce qu'évidemment, on ne sait pas toujours de quel ordre il s'agit, hein, mais en tout cas, euh, manifester, poser son casque, poser son fusil, en disant, enfin, en se rendant compte que, en fait, je prends l'exemple d'un policier, que le policier était en train de servir quelque chose qui est, qui est de la violence, qui est haineux, qui est quelque chose qui divise une petite partie du peuple contre la plus grande. Et que, et que moi je trouve ça magnifique parce que le résultat est obtenu. Au départ, le policier, il est contraint par un engagement, par des valeurs, par le fait qu'il est obligé d'obéir, par sa hiérarchie, par le fait que les autres enfin, ils se regroupent comme un corps. Et je trouve héroïque et magnifique qu'un policier arrive, alors qu'il a toutes ces oppositions-là, à poser enfin, son arme, à poser son casque. Et là, c'est une véritable victoire pour, en l'occurrence, les gens qui étaient là, qui portent la paix, c'est-à-dire qui étaient là présents, résistants, sans violence. Et c'est comme si, c'est un exemple de ce dont vous parliez tout à l'heure, qui est de la paix qui se transmet par contagion, lentement, mais c'est magnifique de voir une personne qui fait ça et qui se dit, qui se rend compte en fait. Alors peut-être que, en quelque sorte, les manifestants lui ont tendu une espèce de miroir. J'ai vu une vidéo sur YouTube où on a un jeune qui a un écriteau où c'est marqué je suis un homme comme toi, tu es mon frère, ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu pourras me taper? C'est magnifique, Et en fait, le policier, il peut pas. bien Il sûr. peut pas parce qu'il a été touché par quelque chose. Et là, c'est victoire pour la paix. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, un exemple. Mais c'est un exemple qui est très très parlant. Vous avez prononcé le mot héroïque. Ah oui, oui. Euh, dans la guerre, il y a quelque chose de profondément brutal, animal, bestial, qui souvent a à voir avec la peur. On ne fait pas la guerre à l'autre s'il ne nous fait pas peur. On fait la guerre pour se protéger d'une menace qu'on imagine, qui parfois est réelle, mais qui ne l'est pas toujours. Et donc, accepter de faire la paix, d'être dans ce positionnement-là, c'est accepter de dire à l'autre, en gros, tu me fais peur, mais je vais quand même te faire confiance. Je vais porter mon écriteau et croire, je vais faire appel à cette part d'humanité qu'il y a en toi. Je vais C'est faire ça. appel à cette part de bonté qu'il y a quelque part, même si tu ne la vois plus, même si tu n'as pas eu l'occasion de l'épanouir ou qu'on n'a pas cru, peut-être que toi-même tu as été maltraité, et c'est souvent le cas d'ailleurs, mais je vais croire et te le dire que je sais qu'il y a au fond de toi encore quelque chose de beau, quelque chose d'intact, quelque chose de pur, et que à cet endroit-là, je suis prêt à communiquer avec toi. Et c'est héroïque d'une part parce que croire à des belles choses, c'est toujours héroïque, mais c'est héroïque aussi parce que c'est un risque, hein. L'autre peut ne pas y croire. Il y a des défenseurs de la paix qui se sont fait assassiner, on le sait. Et puis, il y en a beaucoup qui ont réussi à toucher des gens. Et je crois que ça vaut le coup d'essayer. J'entendais héroïque d'une manière qui voulait dire, quand je parle d'un policier qui pose son arme parce que il se rend compte qu'il est en train de servir quelque chose d'injuste. Alors là, je le pense réellement, ça me regarde moi, c'est mon point de vue, qu'en effet, des policiers qui en ce moment tapent sur les manifestants pour défendre un pouvoir qui impose par des 49.3 des lois, et encore, il n'y a que ça qu'on sait, mais on ignore aussi d'autres choses sur l'actualité sous-jacente. Euh, je pense que ce qui est héroïque pour le policier qui fait ça, c'est comment dirais-je, de s'extirper de sa condition. Sa condition, c'est d'être dans un corps qui est habitué à obéir aux ordres, même si les ordres, bon, etc. Et donc, du coup, il est modelé par une somme de contraintes monstrueuses, et tout d'un coup, il arrive à s'extirper de ces contraintes. Alors, il a été happé par quelque chose qui est de l'ordre de la paix, de l'amour, de je sais pas quoi. Mais en tout cas, pour l'instant, tout le monde ne le fait pas. Et voilà, héroïque, c'était dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il arrive à s'extraire de sa condition.
au sens Et contraignant du terme, Et en punition. payer le prix aussi, parce qu'il est Oui, rejeté, il est seul, hein. Aux Journées du pardon, nous avons eu le témoignage magnifique de Jean-Paul Samputu, qui est un chanteur rwandais et qui a eu sa famille massacrée lors des tourmentes entre les Tutsis et les Hutus. mmh. Et il a décidé de faire la paix, de pardonner à celui qui a tué son père et qui se trouve était son ami d'enfance. Et il racontait, Jean-Paul, que donc lui et cet ami, non, j'ai oublié le nom, Bruno, je crois, ou quelque Je chose ne comme sais ça, plus, non. euh, ont dû affronter quelque chose qui était incroyable. Ils avaient tous les deux, alors qu'ils étaient, leur tribu, et leurs ethnies étaient ennemies et s'entretuaient, ils ont décidé ensemble de fraterniser, de refraterniser, si on peut dire, de se pardonner, de faire la paix et d'aller transmettre ce message-là. Et ils ont été tous les deux rejetés par leur clan. C'est-à-dire que euh, ce choix de paix les a mis au banc, évidemment, de leur famille, en tout cas de ce qui en restait de leur famille, Mmh. parce que les autres restaient dans cet effort de guerre et dans cette volonté d'en découdre et de se venger et de se revenger, etc. Donc c'est aussi accepter cette position profondément seule. Je crois que le héros, de toute façon, est toujours seul, parce qu'il doit se positionner souvent à contre-courant. Il doit aller affirmer quelque chose, et s'il a besoin de l'affirmer, c'est que ça n'est pas là, il est seul, et il doit se, comment dire, s'accrocher à son idéal. Hein, porter la paix, c'est ça, c'est porter cet étendard et en même temps se laisser porter par elle. Parce que dans un temps de tourmente, il n'y a que notre conviction intime, il n'y a que notre vision intérieure, il n'y a que notre idéal qui peut nous faire croire qu'il est possible de stopper une guerre, qu'il est possible de stopper un conflit, qu'il est possible que deux familles qui s'entretuent depuis quelques générations puissent un jour pactiser. Et pourtant, si personne ne le croit, qu'allons-nous faire? Il faut qu'il y ait encore des gens qui le croient et qui aient envie de transmettre cette croyance. Et c'est ce que nous essayons de faire, de dire qu'à n'importe quel moment, il est possible encore de choisir ce camp-là. Absolument. Et du coup, pour Jean-Paul, il y a évidemment quelque chose d'héroïque dans ce qu'il a fait avec le meurtrier de son père. Outre le fait que c'était le meurtrier de son père, c'était comment dirais-je, quelqu'un qui était dans l'ethnie contre laquelle son ethnie à lui était en guerre. Et du coup, il y a quelque chose d'héroïque là-dedans, vraiment, parce que c'est extrêmement dangereux. Parce que, comment dirais-je, continuer le scénario d'une ethnie qui massacre une autre, c'est violent, mais à titre individuel, c'est moins dangereux parce qu'on ne se fait pas rejeter par les siens. Alors que lui, il a choisi quelque chose où il était à peu près sûr de se faire rejeter par tout le monde, ce qui d'ailleurs s'est passé. Et voilà pourquoi je disais que c'était héroïque, et vraiment. Et comme voilà, le héroïque est encore une fois, moi, l'image du policier qui dépose son arme. Alors bien sûr, en ce moment, dans nos conflits sociaux, euh, la situation est extrêmement complexe parce que les personnes qui ont l'influence et qui tirent les ficelles sont très peu connues ou pas connues du grand public. Ça veut dire que les personnes qui sont envoyées au casse-pipe, qui sont les policiers, ne sont pas les vrais, ce ne sont pas les personnes qui ont l'influence. Autrement dit, euh, c'est pas elle qu'il s'agit de convaincre. Mais Et c'est au pas elle non départ, plus qu'il s'agit de combattre, et c'est pas elle qu'il parce s'agit de qu'on convaincre. entend beaucoup oh, les méchants policiers, les méchants policiers. Oui, oui, mais j'ai Mais posté un truc là-dessus sur Facebook il y a une semaine où on voyait un policier tout seul qui devait être, à mon avis, sous paradis artificiel et qui se met à attaquer une foule tout seul. Et j'ai mis en commentaire, s'il vous plaît, ne, comment dirais-je, ne vous laissez pas emporter par le premier degré que véhicule cette vidéo qui est les policiers, ils sont tous tarés, etc. Parce que la vidéo, elle pourrait être à la limite faite pour ça, pour diviser justement. Et dans le contexte actuel, je trouve que faut être vachement vigilant sur la manière dont on regarde les vidéos. Et moi, j'ai toujours en tête, quand je regarde une vidéo d'un conflit de policiers qui tapent ou de gens qui tapent des policiers, etc., je me demande toujours si jamais j'étais le pouvoir qui était derrière avec les manettes, pourquoi est-ce que je diffuserais un truc comme ça?
Et en fait, la réponse est toujours la même, c'est pour diviser. Alors pour diviser x avec y, z avec machin, c'est toujours pour diviser. Et du coup, c'est toujours pour éloigner de la paix. Absolument. Oui, donc la paix, ça a à voir avec l'unité. Nous avons progressé dans notre définition. Ça a à voir avec le rassemblement, avec l'unification, hein. Ou en tout cas avec le respect, là encore, avec l'acceptation. On n'est pas forcément d'accord dans un groupe, Mm. mais on peut tolérer l'opinion de l'autre. Et en effet, une société qui ne tolère pas une opinion, c'est une société qui n'est pas en paix et Mm. qui divise. Et il y a un aspect qui me paraît aussi intéressant, c'est que, alors je reviens sur les conflits sociaux actuels en France, c'est que, enfin, il me paraît intéressant et enfin, je veux dire indispensable de s'informer un peu plus que ce que les médias. Alors quand je parle des médias, je parle de la télé. Alors moi, c'est vrai que c'est un grand sujet pour moi, la télé et la radio. J'écoute tous les jours la radio dans ma voiture. J'écoute tous les jours France Info comme une piqûre de rappel, où j'entends parler, alors opportunément, de Roland Garros, et le lendemain, l'Euro de foot commence. Et il faut avoir conscience quand même que tous ces événements, on n'a pas progressé depuis Rome, où le pouvoir donnait au peuple du pain et des jeux. Donc là, l'Euro de foot, il est tout prêt, c'est-à-dire je ne sais pas combien de temps, 3 semaines, il est tout prêt pour que l'actualité soit, comment dirais-je, squattée entièrement par ça. Et du coup, on fait passer des traités transatlantiques, on fait passer des CDI qui, quel que soit le président de la République en 2017, sera aboli. Et si on s'intéresse un peu à l'actualité, on le sait, parce que le président ne pourra pas faire autrement, parce que l'Europe lui imposera. C'est une position personnelle, mais si on se documente, c'est à ça qu'on arrive. Et du coup, ça me paraît intéressant quand même de s'informer, parce qu'il y a un, comment dirais-je, il y a un niveau où si on n'a aucune information et si on prend c'est une, je ne veux pas nommer la radio, mais bon, enfin bref, une radio nationale qui commence par France et qui se termine par Info, euh, si on considère qu'une telle radio donne de l'actualité, moi je l'écoute tous les jours, et tous les jours j'ai de la météo, du foot, des petites phrases politiques et des conneries de VIP. Si on considère que c'est ça l'actualité, alors évidemment on n'a pas les bonnes clés. Et je trouve que c'est de sa responsabilité perso, à soi, à chacun, d'accepter ou pas ce genre de choses. Mais c'est sûr que si on pense que l'actualité, c'est la composition de l'équipe de France de foot, on est, comment dirais-je, on n'est pas au bon endroit pour porter la paix, en fait. On n'est pas au bon endroit. Je sais pas ce que vous en Oui, pensez, mais moi je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que nous disions tout à l'heure que j'ajoute juste avant que vous, voilà, que la dernière intervention de François Hollande, c'est pour dire, faut s'en rendre compte de ça, c'est pour dire, il faudrait que les conflits sociaux soient terminés avant que l'Euro de foot ne commence. Alors, quand on entend ce truc-là, on peut dire, ouais, bon, d'accord, mais si on comprend ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les conflits sociaux sont faits pour être étouffés, pour pouvoir exposer au monde entier l'Euro de foot avec tout le pognon que ça brasse, et toute l'anesthésie que ça va continuer de faire pendant 3 ou 4 semaines sur les gens qui regardent que ça, quand on a conscience de ça, on se dit, mais enfin, c'est une honte, en fait, qu'un président se positionne là-dessus en disant que les conflits sociaux doivent cesser pour un euro de foot. Si on n'a pas conscience de ça, on est mal placé, on est mal parti pour porter la paix. Il faut avoir conscience de ça, parce que sinon on ne voit pas où sont les enjeux, quoi. C'est ça que je veux dire. la paix, ça a à voir avec la confiance aussi, Voilà. hein. Avant Absolument, l'action, c'est la conscience de absolument. on est où en fait. Voilà. Voilà. Mhm. On porte la paix. Alors la paix, c'est pas de porter la paix sur le terrain de foot. C'est pas l'arbitre qui va faire en sorte que Cristiano Ronaldo tape pas sur l'autre. C'est pas ça la paix. La paix, elle n'est pas là. Là, on est dans les divertissements. Et il faut avoir conscience que les divertissements sont tellement omniprésents qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour justement qu'on se rende moins compte de tous les motifs de conflit qu'on a à résoudre en portant la paix. C'est une espèce de refoulement imposé, en fait. Au niveau psychologique, on a souvent des états qui nous semblent à peu près supportables, qui sont en fait le résultat d'un gigantesque refoulement qui fait qu'on ne voit pas, on ne sent plus, on a complètement oublié tout ce qui nous rend malheureux. Alors on est quand même
comme coupés de nous-mêmes. Et finalement, ce que notre gouvernement nous impose, c'est ça. C'est une espèce de coupure où ce qui n'est pas en paix est nié, est tu, est muselé, est complètement C'est ça. méprisé. Et Et on continue étouffé. à faire croire que tout va bien en allant regarder le foot. Voilà, donc porter la paix, c'est être conscient qu'il y a une tourmente Oui, et proposer, assumer et se positionner, se lever pour construire quelque chose de différent. c'est ça. Et il y a donc en ce moment comment dirais-je, des positionnements, des manifestations, des soulèvements, des, des colères qui, pour colère qu'elles soient, quand même participent à porter la paix, puisque si elles n'y étaient pas, ça voudrait dire que c'est un déni généralisé. Et le déni généralisé sur les événements qui se passent. Le déni généralisé, pour m'expliquer clairement, ça veut dire vive l'euro de foot et on oublie le traité transatlantique et on oublie qu'il y a un contingent de djihadistes qui arrive bientôt en France. Et on oublie que dans les policiers qui répriment les manifestations, il y a des policiers et il y a aussi des membres de forces européennes qui sont complètement indépendantes de tous les gouvernements, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il y a dans une force qui s'appelle l'Euro-Genfort, les gens qui font partie de cette force-là, je crois que c'est 2 ou 3 000 personnes en Europe, qui peuvent infiltrer des mouvements policiers en France, n'ont de compte à rendre à personne. Ça veut dire que s'ils tapent, c'est écrit comment dirais-je, dans la constitution du groupe. S'ils tapent, ils tuent, ils ne sont passibles d'aucun tribunal. C'est écrit. Il faut le savoir. Et à partir de là, si on ignore ça et qu'on est sur l'euro de foot, on est dans le déni généralisé. À partir de là, on ne peut pas porter la paix puisqu'on ne se rend pas compte qu'il y a conflit. On ne Donc, se rend pas compte qu'on est en guerre, on ne se en rend pas fait. compte qu'on est en Mm. guerre. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que vous parliez d'action, et je vous disais peut-être qu'il y a un préalable avant, qui est D'ouvrir les yeux. d'ouvrir les yeux sur, euh, messieurs, dames, citoyens français avec nous, il y a beaucoup plus de motifs de conflit souterrains que ce que veut bien nous présenter la télé. Mm. Et c'est important de les voir, et puis après peut-être de choisir le sien, pourquoi pas. Certains ont choisi de bloquer les routes, d'autres choisissent de se mobiliser contre Monsanto, ou que sais-je. Enfin, tout est bon, Mm. tout est bon. Et voilà, donc je pense que pour, pour faire la transition avec nos mouvements actuels, ces mouvements qui s'appellent Nuit debout, qui s'appellent 10 juin, c'est-à-dire dans 2 jours, il y a un mouvement le 10 juin dont Anne-Catherine parlait dans sa vidéo, qui est un mouvement où toutes les forces vives de la nation sont appelées, et notamment, et c'est là qu'il est crucial, ce mouvement du 10 juin, notamment les forces de l'ordre, c'est-à-dire ceux des policiers, des militaires, des gardes mobiles qui sont le plus conscients qu'ils sont écrasés par un pouvoir qui les méprise, je souligne, qui les méprise, ceux-là sont vraiment les bienvenus et vraiment sont un moteur essentiel de ce mouvement du 10 juin, que je soutiens personnellement et d'ailleurs où j'irai. Et pour conclure, Olivier, si vous Oui. voulez bien, je vais vous proposer une petite citation de Desmond Tutu qui nous dit: Une crise n'est pas seulement une époque d'anxiété, de soucis. Elle nous donne une chance, une occasion de bien ou de mal choisir. Voilà, alors je souhaite à chacun d'entre nous, d'entre vous, de profiter finalement de ces opportunités que l'histoire nous donne Mm. pour aller choisir comment être un artisan de paix. Mm. Voilà. Et j'invite tous nos auditeurs à s'informer. Et le taffetas n'est pas seulement un tissu. Tout à fait. Voilà, donc porter la paix, c'est, euh, comment dirais-je, c'est se rendre compte à minima de la période de tension dans laquelle on vit, qui est beaucoup plus tendue que ce que nous veulent bien nous dire les médias. Ensuite, c'est vrai, choisir comment dirais-je, une zone, parce qu'on ne peut pas tout apaiser d'un seul coup, tout seul, c'est pas possible, donc choisir peut-être une zone qui nous tient plus à cœur que les autres, et puis en effet aller, comme ces personnes qui se positionnent, aller essayer avec un t-shirt, avec un écriteau, avec un miroir, en s'asseyant par terre, que sais-je, de faire en sorte que ceux qui sont en face posent les armes. Et là, c'est quelque chose qui est bouleversant.
Merci Anne-Catherine. Merci à tous d'avoir été là avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur Radio Terrazen, les podcasts. Oui, alors sur radioterrazen avec 2r.net, il y a comment dirais-je, un menu qui s'appelle les podcasts. Donc voilà, sur la première Voilà. page, vous cliquez dessus. Et puisque nous en avons parlé à plusieurs reprises dans cette émission, donc la vidéo dont il a été question, vous la trouvez sur YouTube, Anne-Catherine Sabas. Elle s'appelle La paix nous appelle. Parce que moi, je suis convaincue que la paix est là, elle est possible, et qu'il s'agit d'accepter son invitation, en fait. C'est une belle conclusion. Alors, je vous donne rendez-vous à notre émission du 5 juillet, mardi 5 juillet, 21h30, comme d'habitude. On continue le cycle sur la paix. Et notre émission s'appellera Le pardon et la paix. Donc, vous voyez, on continue à creuser ce magnifique sillon qui, évidemment, est très, très riche. Oui. Il faut avouer que dans le monde, il y a de quoi faire, hein. Oui, c'est sûr. Alors, je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci de nous avoir suivis sur Radio Terrazen. Et vous pouvez donc retrouver notre podcast sur le site. Je pense qu'il est en ligne dans les heures qui suivent, Dans les jours. Dans les jours qui suivent, voilà. Belle Merci soirée à à tous. tous et rendez-vous au 5 juillet. Bonne soirée.